au CPI. Et le problème ici de la création d'un tribunal pénal international dans notre pays réglerait la situation parce que déjà l'infraction de l'atteinte à la sûreté de l'État, la compétence était dévolue à l'ancienne Cour de sûreté de l'État qui ne plus opérationnelle. Elle est dissoute. Et on a renvoyer cette compétence à nos tribunaux ordinaires. D'abord, nous savons bien que notre appareil des tâches à nos juges et tribunaux ordinaires. Donc, une création de ces tribunaux va permettre, même au gouvernement, de mettre de moyens conséquents pour permettre aux juges qui vont participer à l'administration de cette justice, de secours, de bien faire leur travail. Donc ça vaut la peine. La question de livrer, ça c'est notre débat, mais au moins l'installation de ces cours, de ces tribunaux va quand même permettre aux juges et puis à nos acteurs judiciaires de traquer toutes ces bandes, tout ce présumé auteur qui participe conjointement dans l'exécution ou encore dans la réalisation de ces faits d'atteinte à l'intégrité de l'État. Donc moi je crois c'est à juste titre que nous avions fait cette proposition, parce que comme déjà il y a des éléments d'extranéité, c'est-à-dire il y a une mémoire, il y a des Occidentaux qui propulsent toujours, qui encouragent toujours nos nationaux à commettre ce bavure, et ce sont des éléments étrangers, et il faut nécessairement qu'il y ait un tribunal pénal international pour les traquer, quand bien même que déjà notre loi, notre code pénal, réprime le fait des étrangers qui seront commis dans les territoires nationaux. Mais en créant un tribunal pénal international, je crois que ce serait encore une façon même de le faire taire aussi, et puis de permettre à ce que les juges qui vont administrer ces tribunaux soient bien outillés. Moi, je crois, je vais quand même rencontrer ces deux questions. Par rapport à la première question, mon co-orateur a déjà, j'allais même intervenir, mais heureusement, il a quand même eu un procès. Je crois que nous avions terminé cette série de questions. Je ne sais pas si le modérateur peut... Merci beaucoup. Nous allons passer à la série 2. Oui. Merci pour la parole accordée. D'abord, je salue l'initiative. C'est vraiment pertinente pour lutter, défendre l'étendue du territoire national. Bon, je m'adresse au premier intervenant. Moi, je pense que par rapport au courant que vous aviez évoqué, j'aimerais que vous soyez précis de par l'initiative, d'autant plus que, en parlant de la balkanisation, c'est déjà un fait qui est en train
d'aller vers sa concrétisation. Pourquoi? Parce que vous aviez soulevé les faits, et non Katanga, avec Tombé et les autres. La balkanisation a commencé et son hémorragie continue jusqu'aujourd'hui à gagner l'espace. Vous aviez soulevé l'aspect de l'Est. Oui, c'est un des aspects de la balkanisation. Avec l'affaire Cabinda de l'Angola, il n'y a pas aussi longtemps, vers Zambie, où son armée venait d'occuper une partie de la RDC, fragile. Donc, pour balkaniser, pour que la RDC soit divisée, moi je pense que ce n'est plus une affaire de nos dirigeants. Moi je pense que si aujourd'hui la communauté internationale prend acte et ça va se réaliser comme a eu lieu au Soudan. Pour ce qui est de l'initiative, j'aimerais que nous soyons concrets, que nous ayons des pistes pratiques et non théoriques. Pourquoi? Parce que la balkanisation, le processus est lié à la... C'est à la fin poétique. J'aimerais adresser quelques questions aux premiers intervenants concernant les enjeux socio-économiques liés à la balkanisation. Moi, je m'attaque plutôt d'abord au thème. Les enjeux économiques orchestrés, les enjeux économiques de la balkanisation orchestrés par l'Europe et les États-Unis. Déjà, je vois comment l'État congolais est en train de dérancher. Parce que quand vous parlez des États-Unis et vous coopérez avec les États-Unis, quand vous avez donné les pistes de solutions pour limiter la balkanisation au Congo, vous avez parlé de l'instauration de l'état-major à l'Est et vous avez sollicité l'aide de la MONUSCO. Or, c'est la même MONUSCO en complicité avec ceux que vous prétendez être à la base de la balkanisation du Congo. Or, elle travaille du jour au lendemain pour parvenir à cette fin. Donc moi je pense que c'est un peu de la contradiction, thème États-Unis, mais les Congolais continuent toujours à coopérer avec ces pays-là, l'Europe et les États-Unis. Je n'arrive pas à comprendre si vous pouvez me décider sur cette question. De deux, j'aimerais à ce que vous n'avez pas abordé la piste diplomatique. Parce que moi je soutiens, parce que mon prédécesseur venait à peine de souligner un point très important concernant les retraits de l'armée zambienne sur les territoires congolais. Donc, il faut aussi soulever cet aspect des choses, la diplomatie, puisque quand il y a une forte diplomatie au niveau de l'Afrique surtout, il faut que les dirigeants africains comprennent que l'Afrique était bien commun pour les Africains et non pour les Occidentaux. J'aimerais, c'est un peu ça aussi mon intervention. Je n'ai pas beaucoup à parler parce que nous sommes... Je réponds au nom de M. Samper Matata. Je vais poser une question à notre deuxième intervenant qui a parlé de l'aspect juridique. Parlant de la proposition de la création d'une cour ad hoc pour la poursuite de malfrats. Je dirais ceci, qu'à mon humble avis, sur ces points-là, sans la volonté politique, on n'arrivera pas à voir au grand jour la création
de cette Cour. Pour votre information, nous devons savoir que déjà en 2013, les défenseurs des droits humains de la RD Congo ou encore la société civile de notre parti Est avaient proposé déjà à son temps la création d'une cour mixte spécialisée pour poursuivre les graves crimes commis sur la partie est de notre pays. Et dans ce sens-là, les actions de lobbying ont été menées au niveau de l'Assemblée nationale et même au Sénat. Et jusqu'à présent, je vous dirais que cela est resté une lettre morte. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart de ces bourreaux se retrouveraient jusqu'à présent dans le plus haut sphère de prise de décision dans notre pays. Et maintenant, ma question est celle de savoir, vous avez parlé de la proposition de la création de cette cour pour la poursuite des présumés auteurs, c'est bien. Mais concrètement, quelles seraient, d'après vous, les stratégies à mettre en place pour voir au grand jour la création de cette cour? Parce que, comme nous parlons ici, vraiment nos concitoyens sont en train de souffrir sur cette partie. Récemment, je viens de la partie Est. J'étais en Ituri, au nord et même au sud Kivu. Vous allez constater que nos concitoyens abandonnent leur village. Les gens abandonnent des maisons et ceux qui sont restés là, ils sont en train de vivre dans la paix. D'après vous, quelles seraient des vraies stratégies qui feront en sorte que cette cour-là puisse être mise en place et que cela puisse travailler dans le sens de soulager tant soit peu la souffrance de nos concitoyens? Je vous remercie. Avec cette deuxième série de questions, nous allons arrêter par là, puisque généralement nous sommes coincés par le temps. Et voilà l'espace aussi que nous avons pris. Il y a d'autres activités qui sont après ici. Nous demandons surtout à nos deux conférenciers de nous économiser également le temps. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je serai beaucoup plus précis et concis. La question relative à la précision sur les deux pouvoirs que j'ai évoqués dans mon exposé. Plus de précision parce que déjà, semble-t-il que la balkanisation est en train de gagner le terrain au pays. Et quelles sont les initiatives précises et pratiques pour barrer la route à la balkanisation? Par rapport à cette première question, je dirais justement, l'homme blanc, l'idéal, c'est de fragiliser les pays. C'est ce que lui consent par balkanisation. C'est ça son idéal. Continuer à fragiliser davantage le pays. Et ce mécanisme, c'est ce qui a créé ces deux courants, que certains pensent qu'il s'agit d'un simple mythe, et d'autres également, qui sont beaucoup plus pragmatiques, pensent que c'est déjà une réalité. Mais nous, d'après nos analyses, nous avions compris que ce n'est pas le cas. Et si cette fragilité continue à être perdurée, c'est justement parce que c'est favorable
à l'Occident. Alors, s'il faut donner de la précision, nous avions évoqué dans notre exposé que ce plan, pour le contourner, il y a plusieurs mécanismes. J'avais également parlé, au-delà de ces sentiments de vivre ensemble, l'accompagnement de la FARDC, parce que la sécurité relève des missions régaliennes de l'État. Parlant, je vais citer à la seconde question, qui était celle de savoir pourquoi nous référons aux États-Unis ou à la MONUSCO pour essayer de barrer la route à la balkanisation. Je dirais que nous ne référons pas aux États-Unis parce que l'on sait que les États-Unis ont une main noire parce qu'ils tirent profit également de cette exploitation illégale. Mais la MONUSCO, c'est un organe des Nations Unies. Et la MONUSCO a pour mission de restaurer l'ONU a pour mission de restaurer la paix. Nous osons croire qu'avec la MONUSCO, son accompagnement, son appui, ça pourra nous aider ensemble avec les FARDC pour mettre fin à cette situation. Donc, aller avec la MONUSCO, ce n'est pas du tout contradictoire, mais c'est une démarche qui pourra nous aider davantage. Parce que nos FARDC n'ont pas assez de moyens pour pallier à cette situation. Donc, je crois avoir donné des éléments de précision par rapport à ces deux questions. Sur ce, je passe la parole à Maître Junior pour la question relative, pour la question de sa père Matata. Aussi, j'allais oublier la question relative à l'aspect diplomatique. Justement, ça c'est très capital. Nous ne l'avons pas soulevé dans notre exposé, mais c'est très capital. Récemment, nous avons vu que la diplomatie a produit ses fruits lorsque l'armée zambienne est parvenue à franchir les frontières jusqu'à s'installer au Congo. Et récemment, nous avions suivi, d'abord au départ, il y avait une délégation de la RDC et avec ses contacts diplomatiques, la Zambie a pris la résolution de retirer ses soldats du sol congolais. Vous avez également donné d'autres exemples, notamment Moine et consorts. Donc, nous osons croire que la diplomatie africaine, c'est également une piste de solution pour faire échec à la balkanisation. Et par là, nous pouvons également solliciter l'implication de l'Union africaine. Parce que l'Union africaine, elle est créée justement pour les Africains et pour le bien-être des Africains. C'est quand même contradictoire que nous ayons une organisation continentale et qu'au sein du même continent, que des États puissent se disputer la frontière ou qu'un État puisse aller au-delà de ses frontières pour déstabiliser les pays voisins. Donc nous osons croire que la diplomatie africaine, je me limite à l'africaine parce qu'avec l'Occident c'est toujours été très compliqué avec des promesses, c'est beaucoup plus profitable également pour nous. Si jamais nous pouvons également prendre cette initiative avec le Rwanda, l'Ouganda et tous nos pays voisins, je pense que ça pourrait également nous aider, nous permettre à amorcer davantage une solution pour pallier à ces conflits ou à ces projets sur la balkanisation. Je crois que c'est un aspect très capital qu'il faut également l'exploiter. Je passe la parole à Maître Junior pour la question de M. Saper Matata. Oui, merci. Je serai très bref parce que cette question de stratégie à mettre pour créer une cour ou encore un tribunal pénal militaire, surtout qu'il y a déjà eu des propositions jusqu'à ce jour. Tous vos courriers sont encore dans le tiroir. Je crois que c'est une question qui nécessiterait
une réponse multiforme. Parce que vous parlez des stratégies, elles doivent être nombreuses, mais d'abord, le premier point qui doit nécessairement faire en sorte que une solution, surtout par rapport à nos compatriotes qui croupissent à l'est du pays, par rapport à tout ce fait même de balkanisation, ou encore des groupements de bandes d'armées qui vivent ou encore qui sont créés à l'est de notre pays. Je crois que la première solution, c'est d'abord, c'est que vous-même aviez dit, c'est la volonté politique. Parce que on peut avoir de lois, on peut mettre ou encore doter nos juges des outils adéquats pour une bonne administration de justice, mais quand on n'a pas cette volonté politique, je crois ça serait vain cette proposition. Mais je crois qu'il faudrait aussi d'abord créer une loi à part entière. Cette loi va regrouper toute forme d'atteinte à la sûreté de l'État. Et les personnes qui peuvent être poursuivables lorsque de faits de balkanisation sont commis. Et puis, l'installation de cette cour, de ces tribunaux, moi je crois ça dépendra de la volonté de nos dirigeants. Ils peuvent soit l'installer à la capitale ou soit à l'est toujours du pays, parce que dans ces milieux-là, ces tentatives de balkanisation ou encore ces tremplins dont fait usage les Occidentaux pour sarcler nos richesses. Et si pas installer cette cour ou encore ce tribunal à l'Est, si les autorités estimaient que cette cour doit nécessairement être installée par exemple à Kinshasa, mais au moins à l'Est du pays, on doit créer le département pouvant régulièrement enquêter afin de transmettre à qui de droit ou encore au procureur, parce qu'on doit aussi créer un parquet près cette cour ou ces tribunaux. Et donc la proposition ou les stratégies sont multiples. Et si on essayait d'analyser ou encore de réfléchir sur ça ici, je crois que ça va nous prendre presque toute la journée. Parce que c'est une question qui doit faire l'objet d'une loi, c'est une question qui doit être bien concoctée afin de créer vraiment, de créer une juridiction, et cette juridiction doit être régie par une loi, et cette loi doit nécessairement regrouper toutes les catégories ou les formes des complots, les formes d'atteintes à la sûreté de l'État. Donc c'est là d'abord qu'on doit commencer, parce qu'on doit créer, on doit proposer une loi ou un projet de loi. Et
lorsqu'on aura créé cette loi et puis cette juridiction et un parquet près cette juridiction, je crois tout le mécanisme seront mis en marche pour bien enclencher les enquêtes lorsque nous sommes devant de telles situations. Je vais aussi compléter une proposition pratique parce qu'il y a une question qui était destinée à mon co-auteur par rapport à une proposition très pratique pour éviter ou empêcher la balkanisation de la RDC. Moi, je crois, comme l'article 1er de la Constitution prône l'indivisibilité du territoire national. Et je crois que le législateur devrait aussi, parmi les articles verrouillés de la Constitution, qui ne peuvent faire objet d'aucune révision constitutionnelle, le législateur devrait aussi verrouiller cet article parce que il donne la probabilité à une cession d'une portion des territoires. Et autant le faire pareil comme on l'a fait par rapport au mandat du président de la République et par rapport à l'élection au suffrage universel, on pouvait aussi nécessairement verrouiller cet article pour que cette indivisibilité du territoire national soit pérennisée et demeure le plus longtemps possible, je dis. Voilà, nous disons merci. Nous sommes à la fin de notre matinée politique et avant d'exécuter le chant de l'hymne national, je vais passer la parole au président fédéral pour le mot de la fin, un mot de remerciement. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette conférence. Et avant toute chose, je voudrais vous remercier, vous tous qui avez répondu présent, d'avoir disponibilisé de votre temps précieux pour assister à cette première conférence. Je voudrais de manière particulière remercier également Maître Monet Massouti qui nous a permis d'avoir ce beau cadre pour passer ces échanges. Confrères, recevez ici tous nos remerciements. La question sur la balkanisation, c'est une question d'actualité et c'est une question d'intérêt général. Nous ne saurons l'éviter au bout de 2 heures ou d'1 heure. Cela pourra nécessiter autant de réflexion et cela va nous prendre autant de jours. Mais nous osons croire avoir touché les causes essentielles et nous osons croire que chacun, en quittant cette conférence, aura une idée de ce que la balkanisation, les enjeux de la balkanisation et de ses risques. Nous allons continuer avec cet élan. Nous sommes à la première expérience. CRID, c'est un parti en implantation. Prochainement, nous allons également aborder au cours des différentes conférences d'autres questions d'intérêt général également. À tout un chacun, je vous souhaite une excellente journée.